Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de cette autostoppeuse que j'ai prise cette nuit-là et qui a disparu. Je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans et je travaille comme infirmière de nuit dans un hôpital régional, un métier qui m'a habituée depuis longtemps aux longues routes désertes et aux horaires décalés. Je rentrais chez moi presque chaque nuit vers 2 heures du matin, empruntant systématiquement la même route départementale qui traverse une dizaine de kilomètres de campagne isolée avant de rejoindre mon village. C'était une route que je connaissais par cœur, chaque virage, chaque nid de poule, chaque silhouette d'arbre familière se découpant contre le ciel nocturne, une route que j'avais parcourue des centaines de fois sans jamais rien y remarquer d'inhabituel. Je me sentais toujours parfaitement en sécurité sur ce trajet nocturne, bercé par la radio et la fatigue tranquille d'une garde bien remplie, loin d'imaginer que cette routine allait un jour basculer dans quelque chose que je ne pourrais jamais m'expliquer complètement. J'avais choisi ce métier d'infirmière par vocation profonde, portée depuis toujours par un désir sincère d'aider les autres, et le service de nuit, bien que fatigant, me convenait parfaitement grâce à ce calme particulier qui règne dans les couloirs d'hôpital une fois la majorité des visiteurs repartis chez eux. Mon village, une petite commune rurale d'à peine 1 000 habitants, m'avait vu grandir et j'y avais toujours vécu, connaissant presque chaque famille, chaque commerce, chaque recoin de ces rues paisibles où rien de véritablement notable ne se produisait habituellement, hormis les petits événements ordinaires de la vie communautaire. Cette route départementale que j'empruntais chaque nuit traversait une campagne vallonnée, ponctuée de quelques fermes isolées et de bosquets denses, un paysage magnifique en plein jour, mais qui prenait, une fois la nuit tombée, une atmosphère bien différente, plus mystérieuse, plus propice aux histoires que les anciens du village aimaient parfois raconter lors des veillées d'hiver. Je n'avais jamais accordé beaucoup de crédit à ces histoires locales, les considérant comme de simples légendes destinées à occuper les longues soirées d'hiver, sans jamais imaginer une seconde que je pourrais un jour vivre moi-même une expérience aussi troublante que celle que je m'apprête à vous raconter ce soir. Cette nuit-là, une nuit de novembre particulièrement froide et brumeuse, je terminais ma garde plus tard que d'habitude, épuisée après avoir géré plusieurs urgences complexes qui s'étaient enchaînées sans répit depuis le début de ma soirée de travail. J'ai pris la route comme à mon habitude, le chauffage poussé au maximum, la radio diffusant doucement une émission de musique nocturne, mes pensées encore occupées par les patients que je venais de quitter et les tâches qui m'attendraient à mon retour la nuit suivante. La brume s'épaississait à mesure que je m'éloignais de la ville, réduisant ma visibilité à quelques mètres à peine devant mes phares, m'obligeant à ralentir considérablement l'allure malgré ma hâte de rentrer enfin me coucher après cette longue journée éprouvante. C'est au détour d'un virage particulièrement serré, celui que les habitants du coin surnommaient le virage du Calvaire à cause d'une petite croix de pierre installée là depuis des générations, que j'ai aperçu pour la première fois cette silhouette immobile au bord de la route. Cette brume, plus dense que d'ordinaire cette nuit-là, donnait à toute la campagne environnante une allure presque irréelle, transformant les silhouettes familières des arbres en formes indistinctes et inquiétantes, et rendant chaque source lumineuse, y compris mes propres phares, diffuse et vaporeuse dans cet épais brouillard nocturne. J'ai ressenti, dès mon entrée dans cette zone particulièrement embrumée, une sensation étrange que je n'avais jamais éprouvée auparavant sur cette route pourtant si familière, comme si l'atmosphère elle-même s'était chargée d'une densité inhabituelle, presque palpable, contre laquelle mon véhicule semblait progresser avec une résistance nouvelle. La radio, qui diffusait normalement une réception parfaitement claire à cet endroit précis du trajet, a commencé à grésiller légèrement à l'approche de ce fameux virage du calvaire, un phénomène que j'ai attribué sur le moment à un simple problème technique passager sans lui accorder davantage d'importance dans l'immédiat. J'ai ralenti instinctivement en abordant ce virage, comme je le faisais toujours par prudence à cause de sa configuration particulièrement serrée, et c'est précisément à cet instant que mes phares ont révélé cette silhouette solitaire, immobile au bord de la chaussée, dans une posture qui m'a immédiatement rappelé celle d'une personne cherchant désespérément de l'aide. J'ai d'abord cru à un piquet ou à un panneau que je n'aurais jamais remarqué auparavant, mais en approchant, j'ai clairement distingué la silhouette d'une jeune femme, debout, immobile, le bras légèrement levé dans le geste universel de l'autostoppeuse, cherchant à attirer l'attention d'un automobiliste de passage. J'ai ralenti instinctivement, mon cœur battant un peu plus vite face à cette apparition inattendue en pleine nuit sur une route habituellement déserte à cette heure tardive, mais mon instinct professionnel d'infirmière, habitué à porter secours, a rapidement pris le dessus sur ma prudence naturelle. Je me suis arrêtée à sa hauteur, baissant ma vitre malgré le froid mordant qui s'est immédiatement engouffré dans l'habitacle pour lui demander si elle avait besoin d'aide, seule ainsi au milieu de nulle part à une heure aussi avancée de la nuit.
Elle m'a répondu d'une voix douce et posée, étonnamment calme pour quelqu'un se trouvant dans une situation aussi précaire, qu'elle avait besoin d'être conduite jusqu'au village voisin, celui-là même où j'habitais, sa voiture étant tombée en panne un peu plus loin sur cette même route. J'ai hésité une brève seconde, ma prudence habituelle me rappelant les mises en garde classiques concernant les autostoppeurs inconnus rencontrés en pleine nuit, mais quelque chose dans son attitude, dans sa manière posée de s'exprimer, m'a immédiatement rassuré sur ses intentions. Je lui ai fait signe de monter et elle s'est installée sur le siège passager avec une grâce presque étrange, remerciant poliment de son aide, d'une voix qui semblait porter, malgré sa douceur, une note de tristesse que je n'ai pas su identifier précisément sur le moment. Elle portait une robe légère, presque incongrue par cette nuit glaciale de novembre, d'un style que j'aurais qualifié de démodé sans pouvoir dire exactement pourquoi cette impression me traversait l'esprit avec autant de force dès les premiers instants de notre rencontre. J'ai monté le chauffage à son intention, remarquant qu'elle ne semblait pourtant pas grelotter comme n'importe qui l'aurait fait après être restée exposée au froid mordant de cette nuit brumeuse, un détail que j'ai remarqué sans vraiment m'y attarder sur le moment, trop occupée à me concentrer sur la route noyée dans le brouillard. J'ai redémarré doucement, reprenant notre trajet à travers cette brume toujours aussi épaisse, jetant régulièrement de brefs coups d'œil vers ma passagère silencieuse, cherchant instinctivement à mieux cerner cette jeune femme dont la présence, malgré son calme apparent, continuait à générer en moi un malaise diffus et grandissant. Elle gardait les mains sagement posées sur ses genoux, ses doigts fins et pâles parfaitement immobiles, contrastant étrangement avec l'agitation nerveuse que j'aurais naturellement attendue de la part de quelqu'un venant de vivre la panne de son véhicule en pleine nuit, sur une route déserte et embrumée. J'ai remarqué également que son parfum, léger mais persistant, évoquait quelque chose d'ancien, une fragrance florale qui me rappelait vaguement celle que ma propre grand-mère utilisait autrefois, une odeur d'un autre temps que je n'associais jamais habituellement aux jeunes femmes de sa génération apparente. Cette pensée m'a traversé fugitivement l'esprit sans que je m'y attarde véritablement, mon attention étant surtout mobilisée par la nécessité de rester concentrée sur cette route dangereuse, à peine visible à travers cette brume qui semblait, paradoxalement, s'épaissir encore davantage à mesure que nous progressions ensemble vers notre destination commune. Nous avons roulé quelques minutes en silence, ce silence particulier qui s'installe parfois entre deux inconnus partageant momentanément le même espace confiné, avant que je ne tente d'engager la conversation par simple politesse et curiosité naturelle. Je lui ai demandé son prénom et elle m'a répondu qu'elle s'appelait Camille, ajoutant qu'elle rentrait chez elle après une soirée chez des amis, une réponse simple et banale qui n'aurait dû susciter en moi aucune inquiétude particulière à ce moment précis de notre trajet. J'ai remarqué, en jetant un rapide coup d'œil dans sa direction, qu'elle regardait fixement devant elle, son visage d'une pâleur presque translucide sous la lumière blafarde du tableau de bord, ses yeux fixés sur la route avec une intensité qui m'a semblé légèrement décalée par rapport à la conversation légère que nous tentions d'entretenir. J'ai continué à conduire prudemment dans cette brume épaisse, essayant de maintenir une conversation naturelle, malgré ce malaise diffus et grandissant que je ne parvenais pas encore à nommer clairement, cette sensation étrange que quelque chose, dans cette situation pourtant banale en apparence, ne tournait pas tout à fait rond. Elle m'a posé quelques questions sur mon métier, sur ma vie dans ce village où j'habitais depuis toujours, et j'ai remarqué qu'elle semblait étonnamment bien connaître certains détails précis de cette petite commune rurale, mentionnant des lieux, des commerces, des habitudes locales, avec une familiarité troublante pour quelqu'un qui n'y résidait apparemment pas elle-même. J'ai fini par lui demander, avec toute la délicatesse possible, où exactement elle souhaitait que je la dépose, et elle m'a indiqué une adresse précise, une petite maison située en bordure du village, non loin du cimetière communal, un endroit que je connaissais parfaitement pour être passé devant des centaines de fois au fil des années. Cette adresse m'a semblé étrange, non pas en elle-même, mais parce que je connaissais personnellement les habitants actuels de cette maison, un couple âgé qui y vivait depuis toujours et dont aucun membre de la famille ne correspondait, à ma connaissance, à la jeune femme silencieuse assise à mes côtés cette nuit-là. J'ai préféré ne pas insister sur ce détail, me disant simplement qu'elle rendait probablement visite à quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, une explication parfaitement rationnelle qui aurait dû suffire à apaiser mon malaise grandissant, mais qui n'y parvenait pourtant pas complètement. C'est en approchant du village, à quelques kilomètres seulement de notre destination, que j'ai remarqué un détail qui a fait naître en moi une inquiétude bien plus concrète que le simple malaise diffus qui m'accompagnait déjà depuis le début de ce trajet nocturne. En jetant un nouveau coup d'œil vers ma passagère, j'ai constaté que ses vêtements, sa robe légère qui m'avait semblé démodée quelques minutes plus tôt, portaient désormais des traces subtiles mais indéniables d'humidité, comme si elle avait marché longuement sous une pluie qui n'était pourtant absolument pas tombée cette nuit-là dans notre région.
J'ai également remarqué, avec un frisson glacé remontant le long de ma colonne vertébrale, que malgré le chauffage poussé au maximum dans l'habitacle, une buée légère continuait obstinément à se former sur la vitre côté passager, exactement à l'endroit où elle se trouvait assise, comme si sa présence même générait un froid que rien ne parvenait à dissiper. J'ai tenté de me raisonner, cherchant désespérément des explications logiques à ces détails troublants, mais une part grandissante de moi commençait sérieusement à envisager que cette rencontre nocturne dépassait largement le cadre d'une simple aide apportée à une automobiliste en détresse. Nous approchions désormais du cimetière communal, cet endroit qu'elle m'avait indiqué comme destination, et j'ai ralenti instinctivement, mon malaise atteignant un point tel que je ressentais physiquement l'envie pressante d'arrêter cette voiture et de mettre fin à ce trajet qui me semblait de plus en plus surréaliste à mesure que les minutes s'écoulaient. C'est à ce moment précis, alors que je m'apprêtais à lui demander une nouvelle fois de confirmer l'adresse exacte de sa destination, que j'ai tourné la tête vers le siège passager pour découvrir, avec une horreur glaciale qui m'a instantanément paralysée, que celui-ci était parfaitement vide. Aucune trace de ma passagère, aucun bruit de portière qui se serait ouverte ou refermée, aucune explication rationnelle immédiate à cette disparition aussi soudaine qu'incompréhensible d'une personne qui se trouvait pourtant assise à mes côtés quelques secondes à peine auparavant dans cet habitacle parfaitement clos. J'ai freiné brutalement, mon cœur battant à tout rompre, ma respiration se bloquant complètement dans ma poitrine, tandis que je fixais ce siège vide avec une incompréhension totale, cherchant désespérément une explication qui aurait pu justifier cette disparition aussi absolue qu'instantanée. Ma voiture s'est immobilisée en plein milieu de cette route déserte, mes mains agrippées si fermement au volant que mes jointures en étaient devenues blanches, mon esprit refusant obstinément d'accepter ce que mes propres yeux venaient pourtant de constater avec une clarté indiscutable dans cet habitacle si restreint. J'ai vérifié presque mécaniquement que les deux portières restaient parfaitement verrouillées comme je les avais laissées, la ceinture de sécurité du siège passager toujours correctement rangée dans son logement habituel, sans le moindre signe qu'elle ait pu être détachée puis remise en place par quiconque durant ces quelques secondes d'inattention. Cette vérification méthodique, réflexe probablement hérité de mon métier d'infirmière, habituée à procéder par étapes logiques, même dans les situations les plus stressantes, n'a fait qu'accentuer davantage encore mon incompréhension totale face à ce qui venait de se produire dans cet espace, pourtant si restreint et si familier. J'ai regardé tout autour de moi à travers les vitres embuées, scrutant désespérément l'obscurité brumeuse environnante, cherchant le moindre indice, la moindre silhouette qui aurait pu m'expliquer rationnellement cette disparition aussi soudaine que totale de ma mystérieuse passagère. J'ai coupé le moteur, restant plusieurs minutes complètement immobile derrière mon volant, incapable de bouger, incapable même de rassembler mes pensées suffisamment pour envisager la moindre action cohérente face à cette situation qui dépassait totalement mon entendement habituel. J'ai fini par sortir de la voiture, mes jambes tremblant sous moi, pour vérifier si, par quelque explication logique qui m'échappait encore, ma passagère avait pu descendre discrètement sans que je m'en aperçoive, peut-être profitant d'un ralentissement pour s'échapper silencieusement dans la brume environnante. Je n'ai trouvé aucune trace d'elle sur cette route déserte, aucune silhouette s'éloignant dans le brouillard épais, aucune indication quelconque qu'un être humain avait pu, physiquement, quitter ce véhicule dans les circonstances où je m'étais trouvé quelques instants plus tôt. J'ai remarqué en revanche que le siège passager conservait encore une légère empreinte d'humidité, exactement à l'endroit où elle s'était assise, comme une trace fantomatique de cette présence qui venait pourtant de s'évanouir aussi mystérieusement qu'elle était apparue quelques kilomètres plus tôt sur cette même route nocturne. Je suis resté debout à côté de ma voiture pendant de longues minutes, frissonnant dans le froid mordant de cette nuit brumeuse, incapable de me résoudre à remonter immédiatement dans cet habitacle qui me semblait désormais chargé d'une présence invisible et troublante que je ne parvenais toujours pas à véritablement comprendre ni accepter. J'ai finalement rassemblé le peu de courage qui me restait pour reprendre place derrière mon volant, jetant un dernier regard circulaire sur cette route silencieuse et embrumée avant de démarrer, cherchant instinctivement une explication rationnelle qui refusait obstinément de se présenter clairement à mon esprit, encore sous le choc. Je suis remonté dans ma voiture, tremblant de tous mes membres, incapable de démarrer immédiatement, restant simplement assise dans le silence pesant de l'habitacle, essayant de comprendre ce qui venait réellement de se produire dans cette nuit qui avait basculé si brutalement dans l'inexplicable. J'ai fini par redémarrer, roulant les derniers kilomètres jusqu'à chez moi avec une prudence extrême, guettant nerveusement chaque ombre, chaque mouvement dans mes rétroviseurs, incapable de me défaire de cette impression persistante d'être encore observé par une présence que je ne pouvais plus voir, mais dont je sentais toujours confusément la proximité.
En arrivant enfin chez moi, j'ai verrouillé soigneusement chaque porte et fenêtre de mon petit appartement, un geste que je n'accomplissais jamais habituellement avec autant de minutie, avant de m'effondrer sur mon canapé, incapable de trouver le sommeil malgré l'épuisement physique et nerveux qui m'accablait après cette nuit hors du commun. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, repassant sans cesse dans mon esprit chaque détail de cette rencontre étrange, cherchant désespérément une explication rationnelle qui refusait obstinément de se présenter à moi malgré tous mes efforts pour rationaliser ce que je venais pourtant de vivre de manière si concrète. Le lendemain matin, épuisé mais toujours habité par cette expérience troublante, j'ai décidé de me renseigner davantage sur cette adresse précise qu'elle m'avait indiquée, cette petite maison en bordure du cimetière où résidait ce couple âgé que je connaissais de vue depuis toujours sans jamais leur avoir vraiment parlé. Je me suis rendu directement chez eux, prétextant une simple visite de courtoisie, et j'ai fini après quelques minutes de conversation anodine par évoquer discrètement cette jeune femme prénommée Camille que j'avais rencontrée la veille au soir sur la route départementale menant vers leur domicile. Le visage de la femme âgée s'est immédiatement décomposé à l'évocation de ce prénom, ses mains se mettant à trembler légèrement tandis qu'elle échangeait avec son mari un regard chargé d'une émotion que je n'ai pas su interpréter immédiatement, un mélange complexe de tristesse ancienne et de résignation douloureuse. Elle m'a expliqué, la voix brisée par une émotion visiblement encore vive malgré les années écoulées, que Camille était leur fille unique, décédée dans un accident de la route exactement à l'endroit de ce fameux virage du Calvaire, plus de 20 ans auparavant, alors qu'elle rentrait à pied depuis une soirée chez des amis, en attendant que son propre véhicule, tombé en panne, soit réparé le lendemain. Elle m'a invité à m'asseoir dans leur petit salon, m'offrant une tasse de thé que j'ai acceptée avec gratitude, mes propres mains tremblant encore légèrement sous le coup de l'émotion grandissante que suscitait en moi ce récit dont je commençais tout juste à mesurer l'ampleur véritable et bouleversante. Elle m'a montré, sortie d'un tiroir avec une délicatesse touchante, une photographie encadrée représentant leur fille Camille, jeune et souriante, vêtue précisément de cette robe légère et démodée que j'avais moi-même remarquée quelques heures plus tôt sur ma mystérieuse passagère nocturne. J'ai senti un frisson glacé me traverser tout entière en reconnaissant instantanément ses traits familiers, ce sourire délicat, cette même pâleur naturelle que j'avais associée, la veille au soir, à un simple effet de la lumière blafarde du tableau de bord, plutôt qu'à une caractéristique véritablement propre à cette jeune femme disparue depuis si longtemps. Le père, resté silencieux jusqu'alors, a fini par prendre la parole d'une voix rauque et hésitante, m'expliquant les circonstances précises de cet accident tragique qui avait bouleversé à jamais leur existence familiale et celle de toute leur petite communauté villageoise. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines en écoutant ce récit, comprenant progressivement l'ampleur de ce que je venais réellement de vivre la veille au soir, cette rencontre qui n'avait rien d'une simple coïncidence troublante, mais qui portait désormais une signification bien plus profonde et bouleversante. La mère m'a expliqué, avec une émotion contenue mais palpable, que Camille avait été renversée cette nuit-là par un automobiliste qui, effrayé par la brume épaisse recouvrant la route, ne l'avait tout simplement pas vue avant qu'il ne soit malheureusement bien trop tard pour éviter le drame irréparable. Ce conducteur, m'a-t-elle précisé avec une amertume qui n'avait manifestement jamais complètement disparu malgré les décennies écoulées, avait pris la fuite immédiatement après l'accident, laissant leur fille agoniser seule sur cette route déserte, sans jamais être formellement identifiée ni inquiétée par la justice pour cet acte impardonnable de non-assistance. Elle m'a confié que depuis ce drame, plusieurs habitants du village lui avaient rapporté au fil des années des rencontres similaires à la mienne, toujours dans des circonstances identiques, une jeune femme en robe légère cherchant à rejoindre le domicile familial, disparaissant invariablement avant d'atteindre sa véritable destination. J'ai quitté cette maison bouleversée, incapable de démêler complètement mes émotions face à cette révélation aussi troublante qu'inattendue, mêlant une peur rétrospective face à ce que j'avais vécu et une compassion sincère pour cette famille endeuillée depuis tant d'années par une perte aussi injuste et brutale. J'ai repensé durant les jours suivants à cette conversation légère que nous avions échangée dans ma voiture, à cette connaissance étrange qu'elle semblait avoir de son propre village, malgré son apparente absence prolongée, à cette pâleur particulière qui aurait dû, rétrospectivement, m'alerter bien plus tôt sur la véritable nature de ma passagère. J'ai également repensé à cette empreinte d'humidité persistante sur mon siège passager, ce froid inexplicable qui refusait de se dissiper malgré le chauffage poussé au maximum, tous ces détails qui prenaient désormais un sens nouveau et glaçant à la lumière de ce que je venais d'apprendre sur le destin tragique de cette jeune femme disparue. Je suis retournée voir ses parents quelques jours plus tard, portée par un besoin sincère de les réconforter d'une manière ou d'une autre, leur assurant que leur fille m'avait paru douce et paisible durant notre bref trajet ensemble, sans manifester la moindre agressivité ni détresse apparente malgré les circonstances tragiques de sa propre disparition.
J'ai également consulté, dans les jours suivant cette rencontre bouleversante, les archives municipales du village, cherchant à en apprendre davantage sur les circonstances exactes de cet accident survenu plus de 20 ans auparavant, une démarche qui m'a permis de confirmer chaque détail que les parents de Camille m'avaient confié lors de notre première conversation. J'ai retrouvé dans un vieux journal local conservé à la mairie un bref article relatant cet accident tragique, mentionnant le nom complet de la victime, la date précise du drame et l'absence totale d'identification du véhicule responsable. Un détail qui n'avait manifestement jamais cessé de hanter cette petite communauté rurale au fil des décennies écoulées. Cette confirmation officielle, loin d'apaiser mon trouble, l'a au contraire considérablement renforcé, me confrontant définitivement à l'impossibilité de continuer à chercher une explication purement rationnelle à ce que j'avais pourtant vécu de manière si concrète et indéniable cette nuit-là sur cette route embrumée. Ils m'ont expliqué, avec une gratitude touchante pour ma démarche spontanée, que ces apparitions régulières, bien que troublantes pour ceux qui les vivaient, leur apportaient malgré tout un certain réconfort personnel, comme la preuve tangible que leur fille continuait, d'une manière ou d'une autre, à chercher désespérément le chemin de son propre foyer sans jamais parvenir à véritablement l'atteindre. Ils m'ont confié qu'ils avaient longuement envisagé au fil des années différentes explications à ce phénomène récurrent, se demandant si leur fille cherchait peut-être simplement à leur transmettre un message qu'ils n'étaient pas encore parvenus à décrypter correctement, malgré toutes ces rencontres rapportées par différents témoins au fil des décennies. J'ai proposé, sans trop savoir moi-même d'où me venait cette intuition soudaine, de me rendre avec eux jusqu'au fameux virage du Calvaire, cet endroit précis où le drame s'était produit tant d'années auparavant, pensant qu'une visite conjointe pourrait peut-être apporter un apaisement quelconque à cette situation qui semblait perdurer depuis si longtemps sans jamais véritablement se résoudre. Ils ont accepté ma proposition avec une émotion visible et nous nous sommes rendus ensemble un dimanche après-midi ensoleillé, bien différent de cette nuit brumeuse qui m'avait tant marqué, jusqu'à cet endroit précis marqué par la petite croix de pierre que j'avais toujours connue sans jamais vraiment m'y arrêter auparavant. Le trajet jusqu'à ce virage, effectué en plein jour sous un soleil timide de fin d'automne, m'a semblé étrangement différent de celui que j'avais parcouru quelques semaines plus tôt dans l'obscurité et la brume, cette même route paraissant presque paisible et inoffensive sous cette lumière naturelle et rassurante. J'observais en conduisant les parents de Camille assis à l'arrière de mon véhicule, leurs mains discrètement entrelacées, leurs visages marqués par une émotion contenue mais palpable, à mesure que nous approchions progressivement de ce lieu qu'ils n'avaient, m'ont-ils confié, jamais eu le courage de revisiter ensemble depuis le drame survenu tant d'années auparavant. J'ai ressenti moi-même une émotion grandissante à l'approche de ce virage familier, ce même endroit où j'avais aperçu pour la première fois cette silhouette solitaire quelques semaines plus tôt, cette route qui avait définitivement changé ma perception de ce que le monde pouvait réellement receler d'inexpliqué et de mystérieux. Nous avons déposé, tous les trois ensemble, un petit bouquet de fleurs fraîches au pied de cette croix ancienne, et la mère de Camille a pris la parole, s'adressant directement à sa fille disparue, avec des mots simples mais empreints d'une sincérité bouleversante, lui expliquant qu'elle pouvait désormais, si elle le souhaitait, cesser cette quête éternelle et trouver enfin le repos qu'elle méritait amplement après toutes ces années d'errance nocturne. J'ai ressenti à ce moment précis une émotion étrange traverser l'atmosphère paisible de cet après-midi ensoleillé, comme une brise légère et inattendue venant caresser doucement nos visages, malgré l'absence totale de vent ce jour-là. Un signe discret que j'ai voulu interpréter comme une réponse silencieuse à ces paroles empreintes d'amour et de pardon. Le père de Camille, resté silencieux jusque-là, a fini par ajouter quelques mots simples, exprimant son propre pardon envers ce conducteur inconnu qui avait fui cette nuit-là, un pardon qu'il n'avait jamais réellement formulé auparavant, comme si cette démarche conjointe libérait enfin en lui quelque chose qu'il portait douloureusement depuis plus de 2 décennies entières. Nous sommes repartis ce jour-là avec un sentiment étrange mais profondément apaisant, comme si cette visite conjointe avait effectivement permis de refermer une boucle restée douloureusement ouverte depuis bien trop longtemps dans cette petite communauté rurale marquée par ce drame ancien jamais véritablement résolu. J'ai gardé un souvenir particulièrement vif de ce moment partagé au bord de cette route, la lumière dorée de cet après-midi de fin d'année contrastant si fortement avec la brume glaciale de cette nuit où j'avais rencontré Camille pour la première et unique fois de mon existence. En repartant, j'ai remarqué que le petit bouquet de fleurs que nous venions de déposer semblait déjà légèrement incliné vers la base de la croix de pierre, comme si une main invisible l'avait délicatement réajusté quelques instants après notre départ. Un détail infime que j'ai préféré garder pour moi ce jour-là, ne souhaitant pas rouvrir une émotion encore trop fraîche chez ses parents endeuillés.
Nous avons partagé, une fois rentrés chez eux, un moment de silence recueilli autour d'une nouvelle tasse de thé, évoquant cette fois des souvenirs plus légers et joyeux de Camille l'enfant, ces anecdotes tendres que seuls des parents aimants peuvent conserver précieusement au fond de leur mémoire, malgré des décennies de deuil et de chagrin silencieux. J'ai quitté leur domicile ce jour-là avec un sentiment de gratitude sincère envers cette expérience si particulière qui, malgré son caractère initialement terrifiant, avait finalement débouché sur une rencontre humaine profondément enrichissante et sur un apaisement collectif que personne, quelques semaines auparavant, n'aurait pu véritablement imaginer possible. Dans les mois qui ont suivi cette visite au virage du Calvaire, aucune nouvelle rencontre avec cette mystérieuse autostoppeuse ne m'a été rapportée, ni par moi-même lors de mes trajets nocturnes habituels, ni par aucun autre habitant du village empruntant régulièrement cette même route départementale isolée. J'ai continué à effectuer mes trajets nocturnes de retour d'hôpital exactement comme avant, empruntant toujours cette même route familière, mais avec un regard désormais différent porté sur ce fameux virage, mêlant une prudence renouvelée et une forme de respect silencieux envers ce lieu chargé d'une histoire aussi tragique que bouleversante. Je passe encore régulièrement voir les parents de Camille, une relation d'amitié inattendue s'étant nouée entre nous depuis cette expérience partagée, et nous évoquons parfois ensemble, avec une sérénité nouvelle, le souvenir de cette jeune femme dont le destin tragique a fini, malgré tout, par rapprocher des personnes qui ne se seraient probablement jamais autrement rencontrées. J'ai également appris, au fil de mes visites régulières chez ce couple devenu cher à mon cœur, que d'autres détails troublants de l'accident originel n'avaient jamais été véritablement élucidés, notamment l'identité précise de ce conducteur ayant pris la fuite cette nuit-là. Une question qui, contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, ne semblait plus véritablement les tourmenter depuis notre visite conjointe au virage du Calvaire. Ils m'ont confié, lors d'une de ces conversations partagées autour d'un thé, que le simple fait de savoir leur fille enfin apaisée leur suffisait désormais amplement, cette quête de vérité concernant l'identité du responsable ayant progressivement cédé la place à une paix intérieure bien plus précieuse et durable à leurs yeux vieillissants. Je continue, pour ma part, à repenser régulièrement à cette nuit particulière, à cette rencontre aussi brève que bouleversante, comprenant progressivement que certaines expériences, aussi terrifiantes puissent-elles paraître sur le moment, portent parfois en elles la possibilité d'un apaisement collectif que personne n'aurait pu anticiper. Aujourd'hui encore, chaque fois que j'aperçois une silhouette isolée au bord d'une route déserte, tard le soir, mon cœur se serre un instant entre appréhension et compassion avant que je ne ralentisse instinctivement, incapable désormais de ne jamais m'arrêter, porté par le souvenir toujours vif de cette rencontre extraordinaire qui a changé à jamais ma façon de percevoir le monde qui m'entoure. Je ne saurai jamais avec certitude ce qui m'a réellement poussé, cette nuit brumeuse de novembre, à m'arrêter pour cette silhouette solitaire au bord de la route, mais je reste aujourd'hui profondément convaincu que certaines rencontres, aussi brèves et troublantes soient-elles, portent en elles un sens bien plus profond que le simple hasard ne pourrait jamais l'expliquer. Alors si un jour, sur une route déserte et embrumée, vous apercevez une silhouette isolée cherchant de l'aide, prenez le temps de vous arrêter, car vous ne saurez peut-être jamais quelle histoire, quelle âme en quête de paix se cache derrière ce simple geste de la main levée dans la nuit. Et quel apaisement précieux votre simple présence pourrait, sans que vous le sachiez, finir par offrir à une âme errante cherchant désespérément, depuis parfois bien plus longtemps que vous ne pourriez l'imaginer, le chemin d'un repos enfin mérité. Cette histoire m'a profondément transformée, changeant à jamais ma manière d'aborder chaque trajet nocturne, chaque rencontre fortuite, chaque silhouette croisée sur une route déserte et brumeuse, avec une ouverture d'esprit et une compassion sincère que je ne me connaissais pas véritablement auparavant, avant de vivre cette nuit inoubliable qui continuera. Je le sais désormais, à faire partie intégrante de qui je suis devenue depuis. Je repense souvent aujourd'hui encore à cette silhouette fragile au bord de la route, à cette voix douce et posée, à ce silence pesant qui a suivi sa disparition aussi soudaine qu'incompréhensible dans l'habitacle de ma propre voiture cette nuit-là. Merci infiniment de m'avoir écouté ce soir. N'oubliez pas de vous abonner à la lueur de la bougie pour ne manquer aucune histoire. Prenez soin de vous, fermez bien vos portes et retrouvons-nous demain soir à la lueur de la bougie.